Merci, merci Didier. Donc bonsoir à tous. Donc ce webinaire va être l'occasion de pouvoir un petit peu mieux appréhender le travail qui est fait au sein de la FGC par un ensemble d'experts, d'ingénieurs, de scientifiques sur les groupes de travail. Donc ce sont des groupes de travail qui ont pour vocation à traiter un sujet en particulier sur des périodes qui s'échelonnent de 2 ans à 4 ans, et qui donne lieu donc à la rédaction de guides que vous trouvez également sur le site de la FGC dans la rubrique publication. Il y a un peu plus de 20 ans d'ancienneté, donc vous trouvez des multitudes de guides, dont les premiers, je crois, c'était sur les bétons autoplaçants, les BFU pour pas les citer, etc. Donc ce soir, on va pouvoir avoir un aperçu des premiers résultats du groupe de travail qui visait un petit peu à identifier la problématique des biodétériorations des bétons au travers de 4 présentations. Donc là, avant de laisser la parole à Alexandra Bertrand qui copilotait le groupe de travail, qui va introduire la problématique, et on aura ensuite 3 autres présentations qui traiteront de biodétérioration dans des milieux particuliers avec, j'imagine, chacun leur spécificité. Donc, le fonctionnement en fait de ces séminaires est de poser des questions, bien sûr, puisque c'est avant tout un espace d'échange et de discussion. Pour cela, vous avez 2 solutions. C'est soit de poser vos questions dans le fil de discussion au fur et à mesure des présentations, et puis on en fera une synthèse. On gardera un petit quart d'heure, 20 minutes pour discuter de tout cela à la fin. Et si parmi vous, il y avait des experts ou des personnes qui voulaient faire état de problématiques particulières qui n'ont pas été évoquées, vous pourriez éventuellement prendre la parole. Il suffit de lever la main, et à ce moment-là, on peut rendre les choses un petit peu plus interactives et donc sous forme de discussion. Alexandra, je vais te laisser démarrer, partager ton écran. Et puis moi, je vais donc rester dans l'ombre pour vous laisser discuter de tout cela. Bonne soirée à tous. Merci Emmanuel. Bonsoir à tous. Est-ce que vous voyez mon écran correctement? Oui, c'est bon. Donc, je suis Alexandra Bertrand, je suis professeure à l'INSA de Toulouse, et donc j'anime ce groupe de travail béton et micro-organismes. Alors, ce webinaire va être organisé de la façon suivante. Je vais faire donc une introduction en présentant quelques généralités sur les interactions micro-organismes matériellement dans différents contextes du BTP. Je présenterai également l'organisation du groupe de travail et les livrables. Et ensuite, nous aurons 3 présentations, donc par 3 des co-animateurs des sous-groupes de travail de ce GT. Donc, une première présentation sur la biodétérioration des bétons en assainissement, préparée par Thierry Choussadan et Marielle Guéguen. Une présentation sur la biodétérioration des bétons en milieu agricole et méthanisation, qui a été préparée par Marie Giroudon et que je présenterai parce qu'elle a un empêchement. Et une présentation sur la biocolonisation en milieu marin par le professeur Mohamed Boutouil. Nous allons ici présenter seulement quelques aspects de notre travail, donc un petit échantillon. Et je vais donc ensuite présenter, il y aura des journées de restitution plus complètes, je vais le mentionner, puis je ferai une petite conclusion. Alors, comme introduction et contexte général de ce sujet, évidemment, la motivation, elle est très appliquée. Elle est liée aux problématiques de durabilité, notamment des bétons, dans différents environnements. Il y a de nombreux contextes dans lesquels le béton est exposé à l'action des micro-organismes, par exemple les milieux agricoles alimentaires. Plus récemment, il y a un intérêt assez important qui s'est porté sur les systèmes de méthanisation, puisque c'est un secteur en pleine expansion pour la production d'énergie renouvelable, avec des micro-organismes qui génèrent également une biodétérioration sur les structures. Les réseaux d'assainissement, c'est un exemple très, très connu de problématiques de biodétérioration. Les stations d'épuration, mais également le milieu marin, avec la formation de ces biofilms qu'on peut voir et qui se forment de manière très rapide. Et il existe un sévère et qui est plutôt de nature esthétique, c'est celle de la prolifération des micro-algues sur les parements.
Le point commun de toutes ces situations, c'est la présence d'eau, soit d'une humidité relative importante et de nutriments qui permettent le développement de micro-organismes. Et dans certaines conditions, les conditions chimiques peuvent s'avérer très sévères pour le béton, ce qui va induire un coût économique très important, qui est notamment lié en fait à l'interruption des ouvrages de production pendant les travaux, des risques pour la santé humaine, la pollution de l'environnement, notamment liée à la fuite des effluents polluants depuis les structures endommagées. Alors là, j'ai mentionné surtout des aspects négatifs, mais il peut y avoir aussi des interactions entre le béton et les micro-organismes qui sont plutôt positives. Et effectivement, les micro-organismes, dans certains cas, peuvent être utilisés pour améliorer les propriétés des bétons, les protéger. On pense notamment au système de protection pour les bétons qui utilisent les micro-organismes qui fonctionnent sur le principe de la biocicatrisation. On pense aussi aux murs végétaux qui, en plus d'effets esthétiques ou architecturaux, sont utilisés notamment pour améliorer les performances thermiques et énergétiques des bâtiments. Et puis, il y a également une autre situation, ce sont en fait toutes les infrastructures marines. Et récemment, il y a une prise de conscience très importante sur l'impact environnemental de ces structures. Et donc, elles doivent combiner à la fois une durabilité vis-à-vis des altérations combinées, donc des actions mécaniques, chimiques et biologiques, mais également un faible impact sur la biodiversité. Donc, il y a de réels efforts dans ce sens pour la formulation des bétons, mais également elles doivent favoriser la biocolonisation et fournir un nouvel habitat pour les organismes marins. Donc ce sujet-là sera développé notamment par Mohamed dans sa présentation. Alors, en fait, par rapport à toutes ces problématiques, on a décidé donc il y a quelques années de solliciter la FGC pour former un groupe de travail. Donc il y a de plus en plus d'équipes de recherche à l'échelle nationale et internationale qui s'intéressent à ces sujets. Et notre objectif dans ce groupe de travail, c'est, pour les différents contextes que j'ai évoqués, d'établir un état de l'art qui soit clair et simplifié sur ces phénomènes d'interaction qui sont relativement complexes et sur leur impact sur les propriétés des bétons. Également, émettre des recommandations sur les méthodologies d'essai pour l'évaluation des performances des matériaux cimentaires et des produits. Clarifier les aspects de la normalisation qui doivent être améliorés et évidemment tenter d'apporter des pistes pour ces améliorations, émettre des recommandations sur les bonnes pratiques en termes de formulation de matériaux et plus particulièrement évidemment ici pour les bétons, et puis faire un bilan sur l'ensemble des sujets et des axes qui nécessitent encore des efforts de recherche dans les années à venir. Donc nous nous sommes relativement naturellement structurés en 3 sous-groupes. Un premier sous-groupe qui concerne les aspects plutôt négatifs, biodétérioration en environnement agressif, donc biodétérioration des bétons, on couvre les sujets de l'assainissement, les ouvrages de gestion des eaux, les milieux agricoles, etc. Donc les 2 coordinateurs sont Thierry Chaussadan et Marie Giraudon. Le deuxième sous-groupe concerne les salissures biologiques sur les parements, donc là ensuite les matériaux cimentaires à bioréceptivité améliorée, donc les bétons biogènes pour les milieux marins ou les murs végétaux. Donc le coordinateur c'est Mohamed Boutouil. Et le troisième sous-groupe concerne les techniques de réparation et de cicatrisation des bétons qui impliquent des micro-organismes. La coordinatrice est Marielle Guéguen sur ce sujet. Notre programme de travail, donc le sous-groupe a été créé en 2018, il achève maintenant ses activités, donc avec quelques perturbations liées au Covid, évidemment. Donc, nous avons eu 8 réunions plénières ainsi que de très nombreuses réunions de sous-groupes et nous avons rédigé 4 documents de synthèse sous la forme de guides qui présentent une vue d'ensemble des phénomènes, des recommandations sur les méthodes d'essai, des recommandations sur les bonnes pratiques et les domaines qui restent à explorer. Donc, 3 des guides devraient être publiés d'ici juillet 2023. Ils sont réellement quasiment finalisés. Et le 4e, qui porte sur la biocicatrisation, où
il y avait un petit peu moins de personnes disponibles et qui a commencé à... Donc, ensuite, également en termes de livrables, entre guillemets, donc on organise le webinaire aujourd'hui. Et comme je l'indiquais, on va présenter seulement quelques éléments. On organisera du coup des journées techniques en présentiel en octobre-novembre 2023 pour essayer de faire une restitution un peu plus exhaustive de notre travail. En termes de membres, donc le groupe comprend 45 membres, donc 16 chercheurs académiques et 29 industriels. Les membres actifs sont présentés ici, donc avec à gauche les industriels et en bas à droite donc les universités impliquées. Donc, avant de passer la parole à mes collègues, je voudrais présenter quelques généralités sur les interactions entre les environnements, les micro-organismes et les matériaux cimentaires, en fait des mécanismes qui vont ensuite piloter vraiment les phénomènes d'interaction entre les bétons donc, et leur environnement dans différents contextes. Donc, la première chose qui est importante à retenir, c'est que la caractéristique essentielle des micro-organismes, c'est leur métabolisme. Donc, le métabolisme microbien, ça correspond en fait à l'ensemble des réactions chimiques pour la croissance microbienne, c'est-à-dire pour la multiplication des cellules. Et ces réactions correspondent à des séries, des suites de réactions redox. Donc, les métabolismes, les micro-organismes, captent et stockent l'énergie qui est métabolisée donc à partir soit donc de composés chimiques, soit en fait de la lumière. C'est le cas par exemple des micro-organismes photosynthétiques, donc par exemple les algues. Et par ailleurs, les micro-organismes ils ont aussi besoin d'une source de carbone grâce à laquelle ils vont en fait produire notamment leurs parois cellulaires. Et ensuite, ils ont besoin également de donneurs d'électrons qu'ils vont trouver dans leur environnement chimique, dans leur environnement, pour produire de l'énergie. Alors, ce qui est intéressant et ce qui est important de rappeler, c'est que les micro-organismes, ils sont capables de s'adapter à des environnements qui sont très variés, même les plus sévères, et notamment, donc ça c'est possible grâce à un phénomène qui s'appelle tout simplement la sélection, c'est-à-dire la sélection progressive depuis une très grande variété, très grande biodiversité initiale. Alors, si on prend un exemple, peut-être l'exemple le plus emblématique, celui de l'assainissement, ce que vous voyez au milieu avec plein de petits poils, c'est un micro-organisme. Donc, c'est un micron, typiquement. Dans les réseaux d'assainissement, vous allez avoir du soufre réduit, S2-, qui, du coup, en condition aérobie, donc dans la phase gaz des réseaux d'assainissement, sera oxydé grâce au captage des électrons par les micro-organismes en sulfate et en acide, en parallèle de la réduction de l'oxygène en eau. Et les sulfates et les acides vont être à l'origine d'une agression chimique très sévère sur les bétons. Donc ça, c'est la première chose. Le deuxième aspect, c'est la capacité des micro-organismes. Ça, c'est très important. En fait, même la formation de biofilms à la surface, c'est même un mode de vie préférentiel des micro-organismes lorsqu'une surface solide est présente dans leur environnement. Donc, les biofilms, qu'est-ce que c'est? Ce sont des groupes structurés de cellules bactériennes qui sont intégrées dans une matrice polymérique et donc qui permet aux micro-organismes de s'attacher à la surface. Et vous voyez que la formation des biofilms, je ne vais pas la détailler, mais elle se fait en plusieurs étapes. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est que la formation des biofilms, elle est très importante, elle est très utile aux micro-organismes. Elle permet en fait la coopération entre les micro-organismes avec une hétérogénéité spatiale en composition chimique et également en composition microbienne. Dans les biofilms, en fait, les micro-organismes vont s'organiser pour capter les nutriments, pour produire des molécules spécifiques et pour en fait, améliorer leur tolérance à des conditions difficiles. Et en effet, nous avons montré, par exemple, que des biofilms pouvaient se développer sur les surfaces des bétons à des pH qui étaient très élevés, c'est-à-dire 10 ou 11.
Alors, pourquoi j'insiste beaucoup sur les biofilms? Parce qu'en fait, ce sont les biofilms qui sont notamment à l'origine des effets importants, notamment délétères, sur les matériaux cimentaires. Par exemple, alors pour préciser un peu les phénomènes, lorsque un béton est exposé à un environnement qui contient des micro-organismes, les micro-organismes qui vont se développer seront ceux qui seront capables de fonctionner à partir des composés chimiques qui sont présents dans l'environnement. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Après une première phase d'altération de la surface du béton, qui est généralement liée à une action chimique, par exemple la carbonatation, les micro-organismes vont être capables de proliférer et ils vont former donc un biofilm à la face du matériau. À partir de là, les biofilms donc, vont interagir avec l'environnement et en fonction de la nature des composés chimiques qui sont présents dans l'environnement, ils vont produire en fait différents types de métabolites, donc qui peuvent être de différentes natures. Ça peut être des acides organiques, du CO2, de l'ammonium, de l'acide sulfurique. Et là, vous reconnaissez plein d'espèces qui sont agressives pour le béton. Donc, on va avoir une attaque chimique sur le béton qui va être générée avec généralement une augmentation de la porosité, voire même de la fissuration. Cette fissuration, cette augmentation de la porosité, elles vont permettre notamment également des précipitations de composés secondaires, etc. Donc, une détérioration progressive du béton. En retour, les bétons, évidemment, et les granulats, quand ils sont réactifs, ils vont libérer des ions, des espèces chimiques qui vont également conditionner la composition chimique du biofilm, sa composition, sa structuration et son activité métabolique. Donc, ces phénomènes d'interaction entre le biofilm, l'environnement et le béton, c'est vraiment la clé de ces mécanismes d'interaction et c'est au cœur de ce qu'on essaye de comprendre pour essayer en fait d'améliorer les propriétés des bétons, pour les rendre plus durables et plus performants dans ces environnements. Alors, il y a quelques commentaires qui sont importants. Le premier, c'est qu'il ne s'agit pas de phénomènes de corrosion dans ces interactions micro-organismes matériaux cimentaires ou vraiment à la marge, contrairement à un vocabulaire qui est souvent entendu, qui est celui de la biocorrosion. Donc, il ne s'agit pas de corrosion, il n'y a pas d'échange d'électrons entre le biofilm et le matériau cimentaire. Ce sont des phénomènes d'attaque chimique, attaque acide, etc. Ensuite, le deuxième point qui est très important, c'est que les conditions locales à l'interface entre le biofilm et le béton, elles sont très spécifiques et elles sont souvent bien plus sévères que dans l'environnement immédiat. Que dans l'environnement immédiat. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, il y a une deuxième chose, c'est que la pénétration des micro-organismes va influencer la détérioration, c'est-à-dire qu'on a pu montrer qu'on retrouvait des micro-organismes, notamment dans les réseaux d'assainissement, qui étaient actifs à plusieurs centimètres à l'intérieur du béton. Et donc, qu'on suppose qu'ils sont capables de produire, par exemple, de l'acide directement à contact du béton sain. Donc, il y a vraiment une intensification de la dégradation, des conditions d'altération. Donc, ça veut dire que dans de nombreux cas, considérer seulement les caractéristiques chimiques moyennes du milieu environnant, c'est erroné. C'est une approche qui est erronée et ça peut nous conduire à mésestimer complètement les performances des bétons dans ces environnements. Donc, on y reviendra dans les différentes présentations. Dernière chose que je voudrais mentionner, donc quelques points d'attention. Les milieux biologiques, ils ont des compositions chimiques qui sont complexes. On a souvent, quasiment tout le temps, des milieux qui sont multicomposants. Les compositions sont variables dans l'espace et dans le temps. J'ai mis deux exemples, les digesteurs de méthanisation et les réseaux d'assainissement, où on y reviendra. On a ensuite l'action combinée de métabolites agressifs et du biofilm qui vont générer des actions qui sont antagonistes et c'est souvent difficile de prévoir en fait l'action résultante. Par ailleurs, les relations entre les conditions environnementales dans ces milieux biologiques, les conditions également chimiques et l'agressivité réelle pour le béton, elles sont souvent mal connues et elles doivent être évaluées. Donc, on a besoin de plus de données terrain et parfois et souvent la modélisation biogéochimique peut être un outil intéressant.
On a également des lacunes importantes dans les textes, dans la normalisation. On va y revenir. Et également, vous l'avez compris, la composante biologique, elle est très importante et il est nécessaire de l'intégrer dans un certain nombre de cas qu'on va essayer de préciser aujourd'hui dans les méthodes d'essai pour éviter les erreurs dans l'estimation des performances des matériaux cimentaires. Voilà, donc je vais laisser la main maintenant à Thierry pour sa présentation donc, sur donc la biodétérioration en réseau d'assainissement. Vous voyez ma présentation et vous m'entendez bien, c'est bon? Donc, bonjour à tous. Le sujet que je dois vous présenter, c'est la biodétérioration dans les réseaux d'assainissement. Donc, cette présentation a été préparée par Marielle Guéguin. Je remercie tous les participants à ce sous-groupe pour le rapport dans la création du guide qui doit paraître d'ici cet été. Donc, le contexte de toutes les études qui sont menées au sujet de l'assainissement sont liées déjà à un objectif majeur des Nations Unies qui ne sont pas toujours écoutés, et pour l'accès à l'eau potable et à l'assainissement, donc nouvelle construction, les directives européennes sur la qualité des eaux rendues dans le milieu naturel qui nécessitent des améliorations des procédés, la nécessité d'avoir de façon générale des infrastructures durables pour limiter les interventions qui peuvent être quelquefois risquées ou limiter les pollutions dans l'environnement. Et puis, un besoin en renouvellement des infrastructures qui est toujours existant. Il existe aussi de nouvelles exigences qui sont limitées, par exemple, limiter les gènes olfactifs d'un réseau d'assainissement, prévoir des évolutions démographiques. Thierry, excuse-moi. Pas forcément des évolutions démographiques, mais plutôt les conséquences de changements saisonniers dans les zones touristiques, par exemple, ou l'utilisation de nouveaux procédés de traitement. Donc, ce que l'on s'est attaché à réaliser, c'est de voir quels moyens et quelles exigences on devait avoir pour les infrastructures en béton dans ces structures d'assainissement. Donc, besoin… Oui. Oui, Thierry, en fait, le son est très haché. Est-ce que tu penses que tu pourrais couper ta caméra, peut-être pour améliorer un peu le flux? Peut-être un problème de temps passant. Ouais, j'ai pas de moyens autres, donc je ne sais pas. Je Simplement continue. peut-être couper la m'entendez caméra et repartager l'écran. Là, ça va mieux, on dirait. Ah, je vais couper la caméra. Voilà. Et puis repartager l'écran et ça a l'air d'être déjà beaucoup mieux. OK. Oui, donc, ce que je disais, c'était d'avoir des besoins pour mieux définir quels devaient être les moyens, les exigences, sur les mécanismes, mettre au point des méthodes, et puis faire des préconisations sur l'emploi adapté de matériaux cimentaires.
Donc, ça a déjà été dit, mais les mécanismes de biotération restent très complexes, avec à la fois le matériau, le milieu, mais aussi les micro-organismes. Et c'est au centre de ces trois aspects que se trouve la biotération. Donc, ce que l'on connaît, en tout cas au niveau de l'assainissement, c'est que les études strictement chimiques entre les matériaux et les milieux ne permettent pas une bonne représentation des mécanismes. Tout cela est dû à l'activité des micro-organismes qui sont influencés par la nature du matériau, la température, les composés nutritionnels, etc. Donc, si on passe au traitement des eaux usées, ce petit schéma vous montre en fait la collecte des eaux, stations d'épuration dans lesquelles ils vont subir différents traitements. Puis, une fois traitée, cette eau est relarguée dans le milieu naturel. Donc, si on regarde la partie réseau d'assainissement, qui n'est pas uniquement des canalisations, mais également des systèmes de relevage, de chute d'eau, on observe ce type de dégradation. Donc, dans la photo du haut, vous avez par exemple l'acier qui est mis à nu, donc une grande partie du béton qui a été attaqué et qui a disparu. Et puis dans la photo du bas, avec moins de mouvement de l'eau, une formation d'un composé à la surface du béton qui est essentiellement du gypse et qui se trouve à un pH proche de 1. Donc le mécanisme, c'est dans les fluents, la réduction des composés à base de sulfate qui se transforme en sulfure avec dégagement donc d'hydrogène sulfuré, H2S, qui va se condenser sur les parois. Et puis, vous avez à droite le mécanisme, donc une première étape abiotique qui est due en fait à la présence d'H2S acide, également au CO2 présent. Puis ensuite, à partir d'un certain pH, une colonisation de la surface par des bactéries sulfato-réductrices neutrophiles jusqu'à un autre pH où là, ce sont des bactéries sulforéductrices acidophiles. Et c'est à partir de ce moment-là que l'on a une dégradation du béton. Un des premiers points qu'il faut avoir en tête quand on regarde un petit peu qu'est-ce qui pourrait être utilisé dans les réseaux d'assainissement, c'est la concentration en H2S. Et quels sont les moyens pour la mesurer? Quels critères faut-il prendre pour avoir une bonne concordance entre cette concentration et la biodégradation? Donc, il y avait une étude qui avait été réalisée il y a 5 ans de différents matériaux sur 6 sites. Donc, vous avez ici quelques-uns des matériaux qui ont été testés et leur évolution au cours de ces années. Et ce qui a été constaté, c'est que ce qu'il était préférable de prendre pour avoir une bonne concordance entre concentration en H2S et biodégradation des matériaux à ce que l'on observe. Toutefois, il y a Là, cette fois-ci, on l'a perdu. Je sais. Peut-être Alexandra, si on peut enchaîner sur la présentation suivante. Oui, du coup, je vais enchaîner sur la présentation sur les milieux agricoles. Et puis, comme ça, il reprendra la main. Ça vous convient comme ça? Oui, et puis on va couper de nouveau les caméras. Je ne sais pas ce qui est... Bien. Ok. Marielle, est-ce que tu peux envoyer peut-être un message à Thierry pour le prévenir? Pas de problème, j'envoie ça. Merci.
Donc, je commence. Est-ce que vous voyez correctement mon écran? C'est bon? Alors, Non, donc, on a je juste, vais excuse-moi, enchaîner. il n'y Ça a pas arrive. le mode plein Oui. écran. En fait, tu ne dois pas avoir partagé Ah oui, l'intégralité. Voilà, super. ah, il est en train, voilà, il était en train de Merci. charger. C'est bon? Voilà. Ok. Thierry Oui, est là. j'ai eu des problèmes de Nico. connexion, hein, ça c'est pas stable. Est-ce que tu veux enchaîner du coup? On savait. Hop. Il n'y est plus. Bon, je vais enchaîner. Ok. Alors, donc, le deuxième sujet, donc, c'était celui de la biodétérioration des bétons en milieu agricole et méthanisation. Donc, c'est Marie Giraudon qui a préparé cette présentation. Alors, quel est le sujet? Donc là, les secteurs et ouvrages qui sont couverts par ce sous-groupe du groupe de travail sont donc les bâtiments d'élevage, donc typiquement cabotis, zones de stabulation, les systèmes de traitement d'air, notamment les laveurs d'air, comme vous voyez en bas à gauche. Également les ouvrages de méthanisation, donc je les ai évoqués, en particulier les digesteurs qui servent donc à fabriquer, à produire le biogaz, les plateformes de compostage de ces déchets. Et également les ouvrages de stockage, en particulier des effluents et également des autres déchets agricoles, donc les fosses à lisier, les silos d'ensilage, etc., les stockages de céréales. Donc, dans ces environnements, en fait, les ouvrages sont très souvent construits en béton, puisqu'il s'agit notamment d'un matériau économique, facile à mettre en œuvre, assez durable, et également, notamment par exemple dans le cas des structures de méthanisation, l'aspect inertiel est également intéressant, puisqu'on fonctionne sur une activité biologique à 37 degrés. Au contact de ces effluents agricoles, typiquement donc les lisiers, les mélasses, les jus d'ensilage, les biodéchets, etc. Dans ces biodéchets, initialement, depuis en fait une composition biologique initialement assez complexe, l'activité des micro-organismes en fait a dégradé progressivement ces molécules complexes pour arriver à des produits finaux qui sont des molécules assez courtes, typiquement des acides organiques, de l'ammonium, du CO2, de l'H2S, et puis on a également le biofilm microbien qui se forme à la surface du béton. Donc là, vous identifiez 4 composés chimiques qui sont agressifs pour le béton, et évidemment, va se poser du coup directement la question de l'agression de ces bétons par ces milieux, des bétons par ces milieux. Alors, si on jette un œil au contexte normatif et à la classification de l'agressivité de ces milieux par rapport à ces textes, notamment la EN 206 et la P18011, on s'aperçoit que parmi les paramètres qui peuvent caractériser les milieux, donc et qui sont considérés dans les normes, on a notamment le pH, la concentration en CO2 dissous, la concentration en ammonium, en sulfate, en H2S, par exemple, dans la phase gaz des méthaniseurs, typiquement. Mais par contre, il y a un certain nombre de paramètres qui ne sont pas recensés, et en particulier les acides organiques et leur concentration, alors qu'ils sont très agressifs pour le béton, la présence des micro-organismes, notamment sous l'effet du biofilm et sous forme de biofilm, qui modifier les cinétiques de réaction, et également, et ça c'est très important, l'effet combiné de ces agents. C'est pris en compte notamment dans certains indices à l'échelle internationale. Je pense à l'indice de Basson, notamment en Afrique du Sud, où il y a une tentative de prendre en compte l'effet combiné, mais dans beaucoup de textes, ce n'est pas le cas. Dans beaucoup de textes normatifs, ce n'est pas le cas. Alors, qu'est-ce qu'il ressort de la lecture de ces textes normatifs si on veut identifier l'agressivité des milieux? Alors, ce qu'on retrouve, c'est que la phase liquide des méthaniseurs est classifiée en XA3 du fait de la concentration en ammonium qui est souvent retrouvée.
Les lactosérums, les soupes, les jus d'ensilage, les eaux ou les lisiers acidifiés sont également classés XA3 en fait, du fait du pH, de leur pH qui est acide, et les lisiers sont classés XA2. Si on regarde vraiment l'agressivité réelle de ces milieux sur les bétons, on se rend compte que cette classification, elle est erronée pour beaucoup de ces milieux. C'est-à-dire que les liquides de méthanisation n'ont pas à être considérés comme XA3 par rapport à d'autres milieux XA3 qui sont beaucoup plus agressifs. Et par exemple, si par exemple les lisiers, oui, sont voilà, en fonction du pH, pour les milieux les plus acides, oui, le XA3 se justifie. Alors, du coup, évidemment, par rapport à ces lacunes dans la réglementation, il est nécessaire évidemment de se pencher plus précisément sur l'agressivité de ces milieux en conditions. Les acides organiques sont responsables de phénomènes de lixiviation, l'ammonium également. Le CO2 est responsable de carbonatation, soit en phase liquide, soit en phase gaz. L'H2S, et souvent, il y a eu peu d'études globalement sur des milieux où on avait de l'H2S en milieu agricole, mais sur les quelques études qu'on identifie dans la littérature, ce qu'on peut voir, c'est que ça se traduit globalement par une attaque par l'acide biogénique. Typiquement, le genre de dégradation qu'on peut observer dans les réseaux d'assainissement, avec une lixiviation, des précipitations de phase gonflante, une fissuration et une décohésion du béton. Et le biofilm microbien est responsable d'une intensification des dégradations. Alors, ce qu'on peut voir à travers ce qui est encadré en jaune, c'est qu'on a des mécanismes différents associés aux différentes espèces agressives, que ces mécanismes peuvent être antagonistes et qu'il est évidemment, du coup nécessaire de raisonner plutôt par milieu que par agent agressif. Alors, si on applique du coup ce type de raisonnement, si par exemple on considère ce panel d'environnement, enfin du milieu agricole, le paramètre d'entrée, peut-être le premier paramètre d'entrée qu'on peut considérer, c'est celui du pH en particulier pour les milieux liquides. Et on s'aperçoit par exemple pour les jus d'ensilage et en fait d'alimentation, par exemple dans les étables pour les porcs ou les milieux, en fait, les soupes qui sont servies aux animaux, elles sont très acides. Les mécanismes, les signes de détérioration sur les bétons, grâce à des analyses classiques en microscope électronique, etc., on va avoir un effet prédominant de la composante acide de ces milieux. Si maintenant on s'intéresse à des milieux dont les pH sont plutôt neutres, typiquement entre 6 et 8, c'est le cas par exemple de la méthanisation, c'est le cas des lisiers, des fumiers. On a des milieux qui sont complexes et ce qu'on observe sur les bétons qui sont prélevés, pas d'effet prédominant de la composante acide et un mélange de signes différents de biodétérioration, souvent un mélange de carbonisation et d'un peu de lixiviation, etc., etc. Et puis des précipitations secondaires. Donc, ce qui est très important, en fait, c'est de s'intéresser à la composition du milieu pour acquérir plus de données. Ici, dans le cadre de la phase gaz des méthaniseurs, cette phase gaz, elle est composée essentiellement de CO2 et de méthane. Le méthane n'a pas d'effet sur le béton, mais de CO2 en a beaucoup. Et on peut aussi retrouver pas mal de fortes concentrations d'H2S en fonction de la nature du biodéchet qui est en fermentation anaérobie. Alors, si maintenant on s'intéresse à ce que dit la normalisation en termes de choix des liants versus ce qu'on retrouve dans la littérature, on a besoin quand même d'indications. Alors, ce tableau, vous le connaissez tous, c'est celui de la 18011 qui donne des recommandations pour les différents types de milieux avec différents types de ciments. Il y en a beaucoup qui sont retrouvés dans ce tableau. Et maintenant, si on s'intéresse à la littérature, on a un certain nombre d'études qui sont menées, qui ont été rédigées, avec des performances qui sont
qui ont été étudiés pour différents types de béton en milieu réel ou en milieu synthétique. Ce qu'on voit, c'est qu'on a assez peu d'études pour certains milieux réels, tels que les lisiers, les fumiers, de données disponibles sur le milieu de la méthanisation et sur les milieux synthétiques qui sont acides. Et ce qu'on retrouve globalement, si on veut donner des indications, c'est des très bonnes performances des ciments alumineux ou des géopolymères, et puis dans certains milieux synthétiques également des bonnes performances des CEM3. Donc là, vous avez une liste de référence si vous voulez aller un petit peu plus loin sur ces résultats qui ne sont vraiment qu'une ébauche. Enfin, pour aiguiller un petit peu, pour donner encore quelques éléments sur comment étudier un béton en milieu agricole chez soi, entre guillemets, comment orienter sa recherche, entre guillemets. Donc, la première chose importante, là, je vais parler de la phase liquide, d'une part, des effluents, puis ensuite, je parlerai de la phase gaz. D'abord, la première étape indispensable, c'est la connaissance de la composition de l'effluent en allant prélever tout simplement sur le milieu. Ça, c'est primordial. Je l'ai dit, il y a une grande variabilité des compositions dans le temps, dans l'espace, en fonction des milieux. Et ce qu'on peut retenir, c'est globalement, c'est une première classification, un premier classement en fonction du pH. Pour les effluents qui sont strictement acides, typiquement jus d'ensilage, soupe d'alimentation, également dans les silos de stockage des céréales où on peut avoir des réactions chimiques d'acidification très importantes. Sur les milieux strictement acides, on va avoir un effet prépondérant des acides. Et sur les pH neutres, dont je l'ai évoqué tout à l'heure, lisier et phase liquide des méthaniseurs, on va avoir un effet combiné des acides, de l'ammonium, du CO2, des micro-organismes, etc. Alors, quelles recommandations on peut faire du coup par rapport à ça ? Du coup, pour les milieux strictement acides, on peut considérer que des solutions agressives d'acide organique avec des concentrations qui sont représentatives de l'effluent et avec un même pH que l'effluent qu'on souhaite cibler peuvent être pour les milieux où on a un pH qui est plutôt neutre. Clairement, là, il est nécessaire de mettre en œuvre des essais biologiques. On doit tenir compte de la composante micro-organisme et là, la modélisation peut être un atout. Dernier point, si on s'intéresse maintenant aux méthodes d'essai pour la phase gaz, alors je prends l'exemple de la phase gaz des digesteurs de méthanisation. On a présence, je l'ai évoqué, d'H2S ou de CO2. Il est très important de connaître la composition chimique de cette phase gaz qui dépend de la nature du biodéchet. Et donc là, on a plus ou moins deux cas. Alors, il y a assez peu d'études, mais dans les études qu'on retrouve, il y a des phases gaz où on retrouve des fortes concentrations en H2S et des phases gaz où on retrouve plutôt des fortes concentrations en CO2 et peu de H2S. Dans le cas où on a des fortes concentrations en H2S, ce qu'on arrive globalement, la conclusion à laquelle on arrive, c'est que les essais qui peuvent être mis en œuvre sont similaires à ceux qui reproduisent l'attaque dans les eaux d'assainissement. Donc, Thierry va le présenter, mais il y a deux types de tests principalement, test H2S et backtest, qui sont des essais qui ont été notamment évalués dans le cadre du projet national PERVDUB, avec des essais croisés, mais également d'autres essais croisés à l'échelle internationale, et qui ont été validés. Et puis, les milieux où on a des fortes concentrations en CO2, là, on se pose la question de savoir si on peut avoir des approches qui sont plutôt basées sur des essais de carbonatation. Voilà, donc pour conclure, vous l'avez compris, il est important suffisamment de données. Il faut pouvoir aller vers la prise en compte de paramètres supplémentaires, donc les acides organiques, la température, le biofilm par exemple. Également, évoluer vers une prise en compte de l'effet combiné de métabolites agressifs. Certains milieux sont encore mal caractérisés et on a besoin de données in situ. On a également besoin de données sur l'évaluation des performances des matériaux, notamment les matériaux bas CO2, qui sont encore relativement peu étudiés dans ces milieux. Et également, en termes de durée de vie des matériaux, on a besoin de plus de données expérimentales et également un outil très utile, c'est celui des modèles biogéochimiques qui peuvent être développés et qui intègrent l'influence couplée entre le biofilm et le matériau. Voilà, donc il y a quelques références
ici. Et je voudrais remercier les contributeurs principaux de ce travail, de cette présentation sur les milieux agricoles. Je vous remercie. Thierry. Ouais, mon réseau est toujours très perturbé. Bon. J'ai transféré à Marielle, elle peut peut-être essayer de faire. Bon, je vais essayer du coup de faire la suite de la présentation. Merci. C'est plein écran. Voilà. Du coup, Thierry, on est arrivé au mécanisme, donc on venait de voir les mécanismes. J'espère que c'est bon pour vous, où vous en êtes arrivé. Et du coup, il en était à expliquer les problèmes par rapport aux concentrations en hydrogène sulfuré dans les réseaux d'assainissement, en fait, où à l'heure actuelle, la version de la NFP 18011, en fait, se focaliser surtout sur la concentration moyenne en H2S. Et le problème se pose par rapport aux valeurs maximales et notamment aux pics qu'on peut retrouver dans les réseaux. Donc en fait, le résultat ici qu'on peut rencontrer, c'est de voir qu'en fait, il y a des grandes variabilités d'un réseau à l'autre. On a des moyennes qui ont des informations, mais il y a des écarts types qui sont très importants, des maximums, des minimums, qu'est-ce qu'il faut prendre? Et en fait, il y a une étude qui a été réalisée et qui montre que finalement, la prise en compte d'un 3e quartile peut être plus intéressant et montre une meilleure concordance avec les matériaux, avec la biodétérioration qu'on retrouve dans les réseaux d'assainissement. Donc, par exemple, là, vous pouvez voir en fait sur au niveau du, je mets un pointeur. Vous pouvez voir à ce niveau-là en fait les dégradations de mortiers exposés pendant 4 ans et demi dans un réseau, donc de CM1, de CAC et de CSS. Et vous pouvez voir un petit peu le comportement des échantillons. Donc ça, c'est des données réseau qui ont été acquises pendant 4 ans et demi, mais ça nécessite également d'avoir des études en laboratoire plus précises pour mieux comprendre en fait cette influence de la teneur en hydrogène sulfuré, notamment pour savoir qu'est-ce qui est important, est-ce que c'est plutôt la moyenne de la concentration ou plutôt les pics. Et donc pour ça, notamment, en fait, il y a 2 tests en France qui permettent d'évaluer la durabilité des matériaux cimentaires. Donc un premier test qui est développé à l'université Gustave Eiffel, qui est basé en fait sur le test développé dans les années 80-90 par l'université de Hambourg, où en fait des échantillons sur lesquels sont exposés à l'hydrogène sulfureux gazeux. Et on a également tout le consortium microbien qui est présent. Et le 2e test qui est développé à l'INSA de Toulouse, qui est le BAC-test, qui est également, donc on a également les échantillons qui ont une boue activée présente de la même façon. La différence, c'est qu'on a une percolation, une lixiviation liée à une source de soufre. Donc là, dans ce cas-là, ce n'est pas l'hydrogène sulfuré, c'est le tétrathionate qui est utilisé pour pouvoir faire fonctionner les bactéries et produire les composés acides sulfuriques. Donc en fait, ces 2 tests ont été validés par différents essais croisés dans le cadre d'un FUI Duranet, dans le cadre du projet national PERDU et dans le cadre du groupe de travail WG13 du TC 163. Et il y a un projet de norme également qui existe par rapport pour pouvoir avoir ces 2 tests pour pouvoir tester en laboratoire la durabilité de ces matériaux en présence d'hydrogène sulfuré. Donc, les critères de qualification des matériaux qui ont été retenus dans le cadre des recommandations du projet national PERDUB donc, sont basés sur l'indice de dégradation d'un béton, de la dégradation par rapport à un béton témoin qui est à base de CM1 et SR0 et qui permet de le tester par rapport à un béton de référence. Donc, le béton de référence, il est à base de ciment CM1 dans le cas des classes d'exposition XA1. C'est un ciment CEM3B SR dans le cas d'un XA2 et du CAC par rapport au XA3. Donc, en fait, pendant ce temps, tous les mécanismes de protection ne sont pas encore totalement établis et ils dépendent de nombreux facteurs tels que la réactivité de la phase cimentaire, de la réserve alcaline, de la nature des granulats, des propriétés inhibitrices de l'activité des micro-organismes, de la porosité et des transferts dans les matériaux
et des propriétés physico-chimiques des surfaces. Donc, il reste encore beaucoup de recherches encore pour bien comprendre ce qui se passe dans ces environnements particuliers. Donc ça, c'était une première partie qui a été évoquée sur ce qui se passe dans la partie plutôt réseau et en présence d'hydrogène sulfuré. Donc là, je vais juste vous évoquer rapidement un autre type de dégradation qu'on peut rencontrer, qui est plutôt en station d'épuration dans ce cas-là, et qui on retrouve notamment au niveau du traitement secondaire par rapport à l'élimination de la pollution azotée dans ce cas-là. Donc là, par exemple, vous voyez une photo de dégradation dans la partie supérieure d'un bassin biostyle, où en fait on a des dégradations qui apparaissent avec l'apparition des granulats. De la même façon, donc c'est la partie supérieure inférieure dans ce cas-là de ce bassin, où on voit également des granulats qui apparaissent. Donc, lors du traitement des composés azotés en station d'épuration, donc on a 2 types de traitements. On a la partie nitrification qui va permettre de transformer l'ammonium en nitrate via les nitrites, et on a également l'étape de dénitrification qu'on va pouvoir avoir, qui va permettre de transformer les nitrates en azote gazeux. Et en fait, lors de ces lors de ces 2 mécanismes, on peut rencontrer des dégradations sur le béton comme on a vu. Là, par exemple, on voit en fait, c'est un échantillon de ces mains, une carotte d'échantillon qui a été exposée dans le bassin dont on a vu les dégradations précédentes, et on voit au bout d'1 an en fait qu'on a une couche, d'1 à 2 millimètres d'épaisseur qui sont dégradées. Donc on peut retrouver en fait sur l'échantillon même où on voit une décalcification du matériau. Donc les phénomènes encore de dégradation dans ce type de bassin ne sont pas encore très bien connus, et il y a un projet ANR WWT Concrete qui est en cours, donc qui est sur la mise en place de béton durable pour les stations de traitement des eaux usées. Donc c'est un projet ANR coordonné par l'université Gustave Eiffel, avec 2 laboratoires différents de l'université qui interviennent, le SIAP ainsi que le LMDC. Et l'objectif de ce projet, c'est d'analyser les dégradations in situ pour déterminer les différents paramètres critiques, de reproduire les dégradations en laboratoire et préciser l'influence des paramètres chimiques et biochimiques, et de définir un modèle thermodynamique et un modèle incluant les procédés pour proposer des solutions pérennes. Donc, en conclusion de ces 2 types d'attaques, donc il y a eu la possibilité de mise en place d'essais de laboratoire corrélés avec les opérations in situ qui ont pu être réalisées. Il y a eu l'analyse de différents matériaux cimentaires également, et on a pu également mettre en évidence l'influence des paramètres matériaux par rapport aux milieux. Il reste cependant de nombreuses études, encore des essais à faire, notamment pour comprendre et caractériser mieux les milieux et proposer des matériaux adaptés à un environnement donné, et proposer des recommandations plus complètes intégrant notamment les paramètres microbiologiques. Donc, toutes ces études, ce qu'on a pu vous présenter aujourd'hui, donc ça a fait l'objet de nombreuses études scientifiques précédentes. Donc, vous retrouvez ce qui a pu faire au niveau des différentes thèses en France, les différents essais in situ qui ont pu être menés, les différents projets français et internationaux qui ont pu être menés. Et on tenait également à remercier tous les contributeurs du guide à ce sujet-là. Merci beaucoup, Marielle, d'avoir pris la relève au pied levé. Merci Thierry beaucoup également. Du coup, je vais peut-être donner la parole à Mohamed pour la présentation sur les milieux marins. Est-ce que c'est bon? C'est bon pour tout le monde? Oui, c'est bon, merci. Très bien. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Mohamed Boutouil, je suis directeur délégué à la formation et à la recherche chez Builders École d'ingénieurs. Et pour ma part, je vais vous présenter une partie des travaux du sous-groupe numéro 2 qui concerne la biocolonisation au milieu marin. L'autre partie étant consacrée à la colonisation en milieu terrestre et aux salissures biologiques sur les façades. Donc, on ne sera pas abordé ici, mais elle sera abordée dans le guide.
Dans cette présentation et après quelques mots sur le contexte, je vais présenter un bref état de l'art à la fois des phénomènes biologiques de la colonisation, avec un rappel et un complément sur ce qui a été dit tout à l'heure par Alexandra sur le biofilm, des paramètres qui pourraient influencer ces phénomènes de colonisation, des impacts des micro-organismes marins sur le matériau béton. Et puis, si j'ai le temps, mais je pense qu'on va peut-être le traiter très rapidement. Donc, un point sur les méthodes d'essai de quantification de la colonisation du béton en milieu marin. Et je finirai en listant les domaines qui restent à explorer dans ce domaine. En fait, donc pour commencer, en fait, la grande majorité des infrastructures maritimes sont en béton. Elles répondent à des besoins humains, en fait, en termes d'activité économique, de loisirs, de protection, etc. Elles sont conçues, dimensionnées et mises en place en répondant à des critères et des cahiers des charges, bien entendu, techniques et économiques. Et elles répondent en particulier à des critères de durabilité en milieu marin que l'on retrouve dans la norme notamment E206-1 pour tenir compte à la fois des sollicitations mécaniques, physiques et chimiques. On sait également par ailleurs bien, que ces infrastructures en béton sont colonisées par des micro- et des macro-organismes marins. Si on se place maintenant du point de vue de l'écosystème marin, ces infrastructures artificielles remplacent des écosystèmes naturels et posent donc des questions sur les impacts de ces infrastructures sur l'écosystème marin et sa biodiversité. À partir de là, et en tenant compte des aspects biologiques du milieu marin, on peut se poser en fait plusieurs questions. Quelle est l'influence des micro- et des micro-organismes marins sur la durabilité du béton? Comment peut-on tenir compte de ces enjeux de biodiversité marine et d'interaction du béton avec les micro- et les macro-organismes marins dans la conception des infrastructures maritimes en béton, d'où cette notion d'éco-conception ou d'éco-ingénierie qui émerge actuellement et dans laquelle on va retrouver des termes comme la bioréceptivité, du biofouling, de la colonisation, tout ça pour un petit peu parler de la même chose. Pour répondre à ces questions et aux questions que l'on vient de se poser, en fait, on va traiter un certain nombre de points fondamentaux et importants, à commencer par les phénomènes et mécanismes d'interaction. Donc, ça a été introduit tout à l'heure par Alexandra, que ce soit en milieu terrestre ou en milieu marin. En fait, la base des phénomènes, c'est le biofilm, donc qui est une communauté et un ensemble de cellules qui sont invisibles à l'œil nu, composées essentiellement d'eau, de bactéries, de diatomées, donc des microalgues, de larves et de spores. Donc, c'est ce que vous avez ici à droite donc de l'écran. Donc, les étapes de 1 à 6 qui ont été rappelées tout à l'heure. Donc, l'ensemble de cette communauté est incorporé dans une matrice organique, les substances polymériques extracellulaires, elles-mêmes constituées de polymères organiques assez variés. Et donc, ce qui est important, en fait, c'est que ce biofilm va conditionner la surface dans le temps, notamment par une modification locale du pH. Donc, les étapes de formation du biofilm de 1 à 6 sont assez communes. Et ce qui est particulier au milieu marin, donc, ce sont les étapes de 7 ici à 9 qui montrent en fait l'évolution du biofilm dans le milieu marin, notamment avec la succession, enfin, ce qu'on appelle la succession écologique, et puis la croissance, notamment des différents organismes marins, macroalgues, invertébrés,
crustacés, etc. Le développement du biofilm et de l'ensemble en fait des micro- et macro-organismes marins sur un béton ou sur une structure en béton va dépendre de plusieurs paramètres et de plusieurs facteurs. Et on va avoir en fait deux grandes catégories de facteurs qu'on appelle extrinsèques et intrinsèques. Pour ce qui est des facteurs extérieurs et qui dépendent du milieu lui-même, en fait, le développement de la faune et de la flore marine va dépendre essentiellement de la température de l'eau de mer. C'est ce qu'on voit ici en haut à droite, qui elle-même varie en fonction de la profondeur d'immersion, bien entendu des saisons et des localisations. Le développement des micro- et macro-organismes va également dépendre de la lumière et de l'ensoleillement. Il va également dépendre de la disponibilité des nutriments qui vont varier en fonction des localisations et des saisons, comme on peut le voir sur la figure qui est ici en bas à droite et qui présente notamment les variations des teneurs en chlorophylle A à différentes saisons et à travers quelques mers. En avril, ici à gauche, et en juillet à droite. À côté des facteurs liés à l'environnement marin, le développement de la faune et de la flore va dépendre du substrat et de ses formes. Dans la nature, comme on peut le voir sur les photos et comme vous avez pu le voir peut-être directement en mer, dans la nature, en fait, on va trouver différentes formes architecturales qui sont très variées et très complexes et qui constituent en fait des habitats pour les différentes faunes et flores et qui permettent du coup d'accueillir une très grande variété de micro- et de macro-organismes marins. Ces organismes vont s'adapter ou sont adaptés au substrat qui peut être généralement soit rocheux, meuble, immergé complètement ou partiellement si on est en zone intertidale. Donc, la connaissance des facteurs architecturaux peut donc nous aider dans les conceptions des infrastructures maritimes en adaptant par exemple les formes et les différentes textures des ouvrages pour accueillir justement davantage de micro- et de macro-organismes marins. C'est ce qu'on commence à voir un petit peu à travers le monde. Vous avez ici quelques exemples non exhaustifs de différentes formes de structures qui ont été adaptées de façon intentionnelle pour favoriser la colonisation et l'accueil de la faune et de la flore marine, à la fois dans des zones subtidales, donc complètement immergées, comme on le voit ici à droite avec des récifs artificiels, donc complètement immergés, ou des infrastructures qui sont adaptées à des zones intertidales, comme on peut le voir en bas à gauche, donc avec ces mini-piscines qui peuvent être remplies à marée haute et qui conservent à marée basse de l'humidité et des nutriments pour le développement derrière de la flore et de la faune. À droite, en bas à droite, je vous ai présenté des blocs de digues que l'on a développés dans le cadre d'un projet MarineF développé ici à l'école et avec d'autres partenaires, dans lesquels on a joué sur les formes de ce cube. Alors, vous avez la comparaison entre un cube complètement lisse et sans forme particulière avec le cube et le module éco-conçu à la fois en zone intertidale et en zone submergée. Et on voit clairement la différence entre les deux, ne serait-ce que par rapport au développement de deux types d'algues sur le module éco-conçu. Donc, à côté des facteurs extrinsèques, le développement notamment du biofilm et des micro- et des macro-organismes sur les substrats va dépendre du substrat lui-même. C'est ce que nous appelons les facteurs intrinsèques.
Donc, que ce soit pour d'autres matériaux ou pour le béton en particulier, les facteurs qui ressortent de la littérature sont d'abord le pH de surface, la porosité, la rugosité et la composition chimique. Pour ce qui est du pH de surface, donc d'un côté, on sait que le biofilm et les micro-organismes se développent à un pH proche de celui de l'eau de mer, mais en tout cas inférieur à 9. Ça veut dire que le pH du substrat peut être modifié localement, hein, donc c'était rappelé tout à l'heure également, par les composants du biofilm, tels que les bactéries, les molécules organiques ou les substances polymériques extracellulaires. Donc, c'est le fameux conditionnement de surface. Le béton étant à un pH élevé, 11-13, on va donc fatalement assister à une baisse du pH de surface qui a été largement constatée dans le cas des bétons immergés en eau de mer. C'est ce qu'on voit à travers ici donc les deux graphes qui représentent des modèles conceptuels de baisse du pH dans le temps, notamment en particulier celui du milieu. On va avoir la première phase de carbonatation avec une baisse de pH de 9 à 11, et puis ensuite le développement du biofilm sur des pH locaux qui peuvent atteindre 4 à 6. Donc cette baisse du pH est constatée également dans le temps, entre 30 et 360 jours. C'est ce qu'on voit sur le graphe à droite. Grosso modo, donc les barres ici rouges, donc c'est à 30 jours, et les barres noires, ici, c'est après 1 an d'immersion où on a constaté une baisse assez visible donc, du pH pour arriver à des pH aux alentours de 11,4. Dans les autres facteurs donc liés au substrat, donc on va trouver la porosité et la rugosité. Donc, généralement, ce sont deux facteurs qui favorisent la colonisation et l'installation des micro- et des macro-organismes, notamment grâce à la rétention d'eau et donc des nutriments. Et on le voit sur de nombreuses études. Donc, j'ai reproduit ici les résultats de 3 études. Celle avec la photo à gauche représente 2 bétons immergés en mer Rouge, donc l'un avec une surface rugueuse texturée, le A, et le deuxième avec une surface lisse, le B ici. Et donc au bout de 6 mois d'immersion, on constate ici donc à travers le graphe qui représente le nombre d'organismes, de micro-organismes qui ont colonisé le béton, eh bien on constate que le béton rugueux, que le nombre d'organismes sur le béton rugueux est globalement supérieur, donc avec les points rouges, à celui du béton lisse, ici avec les points noirs. On le constate également dans des études plus ou moins récentes en France, notamment en Méditerranée, hein, sur le graphe en haut, et dans la Manche, sur le graphe ici donc à droite en bas, où les bétons poreux, de façon générale, présentent des concentrations en microalgues supérieures aux bétons non poreux. Pour ce qui est de la composition chimique du substrat, donc les études ne montrent pas de consensus en fait sur l'influence du type, ni du type du granulat, ni du type de ciment sur la colonisation. D'autres paramètres rentrent probablement en jeu et ne permettent pas de discriminer clairement en fait la composition, l'influence de la composition chimique du substrat. Ce que l'on sait, c'est que dans la nature, en fait, on retrouve les deux principaux substrats, substrat calcaire et siliceux, et qui sont tous les deux en fait colonisés dans la nature de façon indifférenciée. On sait par ailleurs que certaines larves, comme les larves d'huîtres par exemple, ont une préférence pour des substrats calcaires puisque les larves d'huîtres vont se déposer sur des coquilles d'huîtres, alors que les algues n'ont pas de préférence particulière pour le substrat. Donc maintenant, on va se poser en fait la question, ou les questions, quel serait l'impact des micro- et macro-organismes sur le béton? Jusqu'à maintenant, les interactions du béton avec le milieu marin
prises en compte sont essentiellement les interactions mécaniques et physico-chimiques. Hein. Donc, c'est le fameux diagramme que vous avez ici à gauche. Mais qu'en est-il en fait des interactions biologiques et de la présence du biofilm et des organismes marins? Est-ce qu'il y aurait une influence sur la durabilité? Est-ce qu'il y aurait des attaques plutôt biologiques et donc une biodétérioration ou au contraire une bioprotection? Si on s'intéresse aux micro-organismes invisibles à l'œil nu, donc qui vont des bactéries jusqu'aux diatomées. Alors, vous avez sur la photo en haut à droite quelques photos de diatomées, donc on a retrouvé sur des bétons immergés en mer cette année. Donc, on sait que ces micro-organismes ont une activité, ça a été rappelé tout à l'heure, une activité métabolique qui peut être soit biosolubiliser le substrat, qui peut utiliser le substrat comme nutriment. Et donc, lors de la croissance du biofilm, celui-ci, en fait, peut également créer des cavités qui vont permettre une diffusion plus importante des ions agressifs d'eau de mer. Si on s'intéresse aux macro-organismes qui sont visibles à l'œil nu, tels comme les balanes, vous avez ici les algues ou les crustacés, qui vont venir se fixer sur le substrat béton. En fait, on constate, et on peut constater plusieurs phénomènes. Comme pour le biofilm, on peut avoir une biosolubilisation du substrat lui-même. On a constaté également une perte de la portlandite en présence d'algues vertes. Dans le cas des algues filamenteuses, comme vous pouvez en voir donc sur les figures à droite, on a constaté leur croissance notamment dans la zone de transition interfaciale qui peut aboutir in fine au détachement des granulats. Donc, c'est la photo en bas à droite. On a également vu que, dans le cas des certains organismes spécifiques qu'on appelle les organismes perceurs, tels que la moule Lithophaga, donc, que vous avez au milieu, ici, sur la photo au milieu, donc, notamment grâce ou à cause de réactions chimiques. Donc, elle va carrément creuser des galeries, hein, notamment dans des substrats calcaires. Donc, ce sont des moules qu'on retrouve notamment en Méditerranée. Donc, voyons maintenant quelles pourraient être les interactions bénéfiques ou positives de la colonisation marine sur le béton. Donc, si on regarde le cas des micro-organismes et des bactéries, en particulier, on a constaté en fait la précipitation des carbonates en présence de bactéries, ce qui aurait pour conséquence de limiter la pénétration des ions chlorure et en particulier et magnésium, ce qu'on constate ici, ce qui a été constaté dans l'étude présentée ici. Donc, en particulier, ce sont les traits bleus et verts, donc en présence de bactéries. La présence de façon générale de micro-organismes va permettre également une régulation en fait hygrothermique à la surface du béton, notamment en zone intertidale. Pour ce qui est des macro-organismes, comme les balanes, les algues ou les crustacés, qui vont venir se fixer sur le substrat béton, plusieurs études en fait rapportent que cette colonisation apporte des protections en tant que barrière physique contre les agressions physico-mécaniques. Les balanes qu'on voit ici en bas, et on voit clairement ici sur cette micrographie, ici en particulier à gauche, la couche de balanes qui constitue en fait une couche protectrice. On a également constaté une augmentation des résistances mécaniques dans le cas de la fixation de crustacés, donc qui vont avoir un dépôt calcaire, et également une atténuation des effets et une régulation des paramètres hygrothermiques. Donc, si on se place maintenant du point de vue de l'écosystème marin et de la biodiversité marine, la colonisation des infrastructures en béton peut apporter en fait des bénéfices écologiques beaucoup plus larges que sur le matériau lui-même, notamment en termes de qualité des eaux,
en termes de production de biomasse, hein, d'algues, en constituant également, en plus des habitats naturels, des habitats artificiels qui permettent d'augmenter le nombre d'espèces. Et donc, tout ça, en fait, peut constituer en fait, ce qu'on appelle des services écosystémiques. Donc, on peut atteindre en fait ces objectifs et ces bénéfices à condition en fait de changer d'approche, notamment pour inclure ces fonctionnalités écologiques et ces bénéfices dès la conception et notamment grâce à l'éco-conception. Et donc, pour finir, donc, je voudrais partager avec vous en fait, les domaines qui restent à explorer. Donc, effectivement, il reste la question, qu'en est-il de la biodétérioration versus la bioprotection? Justement, essayer de pousser en fait, cette approche de l'éco-conception des infrastructures maritimes qui a des échelles assez larges, hein, parce qu'on l'a vu, ça peut commencer de la microstructure jusqu'à l'architecture de l'ouvrage. Adapter justement ces ouvrages et cette approche au site et au contexte local, hein, et aux différents milieux marins que l'on peut avoir. Reste également, donc, que je ne vais pas pouvoir développer les méthodes d'essai à la fois au laboratoire et les méthodes d'essai in situ pour savoir quelles espèces on va pouvoir suivre. Si on s'intéresse à la flore, est-ce qu'on s'intéresse à la biomasse de façon générale? Est-ce qu'on s'intéresse à une biomasse particulière? À quelle échelle il faudra travailler? Est-ce que ça en est plutôt à l'échelle du matériau ou à l'échelle beaucoup plus importante des modules? Si on fait des mesures, est-ce qu'il faut les faire directement in situ ou réaliser des prélèvements, ce qui pose aussi la question des plongées, tenir compte de la succession écologique. Hein, les mesures ou les observations que l'on va faire dépendent beaucoup du temps et également distinguer les études que l'on peut faire en zone subtidale et intertidale. Pour finir, donc, je voudrais remercier les contributeurs au sous-groupe de travail, donc, qui sont listés ici. Donc, Marie Salgue en particulier, Alexandre Gauvin, qui a travaillé beaucoup aussi sur les salissures biologiques et que l'on va retrouver dans le guide, et d'autres références bibliographiques qui ont été citées ici. Et je pense que j'en ai fini. Donc, je vous remercie pour votre attention. Merci Mohamed beaucoup pour cette présentation très intéressante. Du coup, je vais conclure l'ensemble de ces présentations avec un petit slide de conclusion sur peut-être quelques idées fortes. Elles ne reprennent pas forcément les dernières conclusions de Mohamed. On l'a compris, très important, bioprotection versus biodétérioration, ça reste encore à déterminer, notamment dans le milieu marin, par rapport au milieu biologique, la biodétérioration. Alors, ça ne marche pas encore, si, ça y est. Donc, ce qu'on a compris, c'est que dans les environnements microbiens, ne considérer que les composés chimiques pour évaluer la détérioration du béton et les performances, la durabilité notamment, est erronée, et que le biofilm et l'activité biologique ont une forte influence. Il est crucial de caractériser correctement les environnements chimiques. Ensuite, en termes d'enjeux actuels et futurs, il reste donc de grands liens entre les conditions chimiques et environnementales et l'agressivité réelle sur le béton. Donc, il est nécessaire d'améliorer les connaissances sur l'effet combiné de certains composés agressifs. Pour l'assainissement, comme l'ont explicité Marielle et Thierry, il faut établir des corrélations entre les conditions environnementales et la géométrie des réseaux et l'agressivité pour le béton. Il faut développer et mettre en œuvre des essais biologiques lorsque c'est nécessaire. On l'a vu, ce n'est pas toujours nécessaire, mais dans un certain nombre de cas, ça l'est. Et il faut également, ça c'est un aspect important, évaluer les facteurs d'accélération de ces méthodes d'essai pour être capable ensuite de tendre vers une évaluation de la durée de vie des matériaux et des ouvrages.
Il faut également combler et corriger les lacunes et les erreurs dans certains textes normatifs qui définissent l'agressivité des environnements sur les bétons. Pour aller vers une meilleure prédiction de la durée de vie, il faut être capable de traduire en fait les facteurs qui influencent la résistance des matériaux, notamment dans les modèles, et traduire également, ça c'est une inconnue qui est encore assez importante, l'intensification de l'attaque qui est induite par les biofilms. Et enfin, pour tendre vers des ouvrages qui ont un impact environnemental limité, améliorer les connaissances sur le comportement des bétons bas CO2, notamment dans les environnements biologiques. Donc, j'ai ensuite une liste de références que je pourrais communiquer à qui le souhaite sur donc, ces domaines de recherche notamment. Je vous remercie de votre attention. Merci de vos présentations. Désolé des petits problèmes techniques. Néanmoins, donc, il reste un certain nombre de personnes en ligne, un peu plus de 30 personnes, pour éventuellement poser des questions, rebondir sur vos présentations. Alors, avant qu'elles arrivent, alors il y avait une demande de précision sur ta présentation sur la partie donc biais de détérioration en milieu agricole. Tu mentionnais des problématiques d'acidité d'environnement, mais est-ce que vous avez des ordres de grandeur de pH ou qu'on pourrait contrôler pour… Oui, tout à fait. Alors, le pH des jus d'ensilage, c'est 4. En fait, c'est même un critère de qualité. Si c'est au-dessus ou au-dessous, ça veut dire qu'on a un problème dans le processus d'ensilage. Pour l'alimentation des porcs, on est au-dessous de 4, si je ne dis pas de bêtises. J'ai vu Isabelle Frigo tout à l'heure dans les panélistes, dans les participants. Je pense qu'on arrive sur des pH qui peuvent être inférieurs. Un moyen aussi de limiter les maladies pour les animaux. Ok. Alors Yvon, qui souhaite en savoir un peu plus sur la sortie du guide. Je pense que c'est peut-être un peu tôt pour s'avancer, mais fin d'année, à mon avis. Alors, ce que j'ai expliqué, c'est qu'il y a 4 guides, alors 4 guides rédigés, 3 guides qui seront normalement publiés, édités d'ici juillet, parce qu'ils sont quasiment terminés. Les 2 sur la biodétérioration en assainissement et milieu agricole, et celui, a priori, sur la colonisation en milieu marin et aérien, et celui sur la biocicatrisation devrait être publié un peu plus tard dans l'année. D'accord. Donc, bon, pour la rentrée là, de 2023, on devrait avoir quelque chose de consolidé. Alors, j'avais une question pour le temps que éventuellement d'autres questions arrivent, qui est peut-être un peu provocatrice ou qui est un peu une version simplifiée de ce que j'ai pu comprendre. Mais est-ce qu'on pourrait penser, pour M. Boutoul, que finalement, la bioprotection plutôt que biodétérioration aurait du bienfait en milieu marin pour le béton armé cette fois-ci, parce qu'il n'est jamais trop question d'armature, mais une des problématiques principales, j'imagine que c'est la corrosion des armatures. Et est-ce qu'on peut s'avancer à dire qu'au final, il y aurait un effet bénéfique dans les zones, alors peut-être pas dans les zones de marnage, parce que c'est peut-être plus difficile de consolider une végétation stable, mais finalement dans les zones parfaitement immergées, est-ce qu'on aurait une source d'explication que le béton se comporte plutôt bien, béton armé? Ça, on pourrait, en fait, pour l'instant, on l'a évalué notamment à travers la mesure de la teneur en chlorure. Voilà, donc de pénétration de chlorure. Et nos résultats et nos études tendent en fait à corroborer d'autres, même si parfois ils sont contradictoires avec d'autres, mais dans la grande majorité, la diffusion du chlorure, en fait la teneur en chlorure baisse, voilà, dans le cas donc de présence de biofilms et donc d'organismes. Et donc on aurait plutôt, en fait, si on parle uniquement de pénétration des chlorures, un effet plutôt bioprotecteur. D'accord.
Alors, en complément toujours à une question de M. Taibi, si on était en capacité d'orienter l'activité en bioactivité, avec un exemple concret, c'est de proposer une zone de nidification des moules, des huîtres préférentielles. Je pense que ça fait par rapport au dernier slide. Oui, effectivement. L'idée, par exemple, alors après, tout dépend en fait de l'objectif on va dire, de l'infrastructure maritime. Voilà. Si on est plutôt et dans la zone dans laquelle elle va se situer, et puis les espèces déjà existantes. En fait, l'étude aussi du milieu existant est assez importante. Donc actuellement, et on l'a déjà fait également, on a travaillé sur des modules de captage d'huîtres plates, notamment pour favoriser le captage d'huîtres plates. Donc, effectivement, on peut essayer d'orienter, soit en jouant sur le matériau, soit en jouant sur l'architecture du module, pour essayer de capter certaines espèces. D'accord. Alors, on le fait actuellement, mais davantage par la forme que par le matériau lui-même. En fait. Oui. Alors, pour rebondir sur cet aspect et donc compléter un petit peu la discussion, deux questions qui me sont venues par rapport à la conclusion d'Alexandra. Alors, c'est une des questions que je me posais pendant vos présentations. C'est quid de l'interaction entre les formulations des bétons tels qu'on les connaît aujourd'hui et vos travaux, la synthèse de vos travaux? Est-ce qu'il y a éventuellement des recommandations qui pourraient en décoller, mais sur plus la formulation du béton approprié par rapport aux différentes classes d'environnement, au-delà de ce qui est normalisé? Et donc ça, c'est un des aspects. Et quid, parce que pendant vos travaux, le monde du béton a été un petit peu chamboulé pendant les 3-4 dernières années, avec l'apparition de plein de nouvelles formulations, alors que ce soit avec les granulats recyclés, avec les bétons bas carbone maintenant, donc tout le monde parle de ça. Et à votre avis, il y a des choses qui sont sous-jacentes dans vos présentations, mais est-ce qu'on a les idées claires sur l'impact que ça va avoir sur ces nouvelles formulations de béton sur la biodétérioration des bétons à l'avenir? Je voyais dans des présentations avec pour les aspects de biodétérioration, oui. Oui, Emmanuel, vas-y. Non, je disais par exemple, il y avait la présence de CM3 avec est-ce qu'on a sur l'introduction beaucoup de concentration un peu plus importante en filaire ou d'autres formulations un peu plus typiques que l'on a à l'heure actuelle? Est-ce que il y a un impact qui pourrait être, des signes d'alarme où on pourrait dire faites attention quand même sur ce type de nouvelles formulations? Oui, disons que ce qu'on voit, c'est pour les milieux agressifs en tout cas, en fait, il n'y a pas vraiment de surprise sur le comportement des matériaux bas CO2, étant donné les composés agressifs qu'on va identifier. Donc, clairement, par exemple, dans les environnements où on va avoir beaucoup de CO2, les matériaux, notamment bas CO2, qui sont initialement sensibles à la carbonatation, le sont particulièrement dans ce type d'environnement. Après, ils peuvent être optimisés. On a pu voir des choses qui… ce qu'on voit aussi, c'est qu'on peut… Alors, ce qui est indiqué, et ça reste valable, donc les bonnes performances des CAC et de certains géopolymères dans ces milieux qui sont très agressifs, par exemple comme l'assainissement, mais on peut également optimiser les formulations en utilisant, par exemple, des granulats réactifs, ce qui n'est pas contre-intuitif, mais typiquement utiliser des calcaires, c'est très favorable au comportement, tamponner l'activité biologique et l'effet du pH du coup et des relargages est très important et plutôt favorable par rapport à une activité biologique délétère. Mohamed, si tu veux compléter sur les environnements marins, n'hésite pas. Après, c'est clair que voilà, il y a besoin de données complémentaires sur ces matériaux. Oui, j'imagine bien. Oui. C'est en cours. Voilà, il y a des projets en cours justement pour les évaluer. Thierry, je ne sais pas si tu veux compléter, Thierry, peut-être.
Non, ça ne doit pas être, Oui, j'ai toujours des problèmes de connexion, là. J'entends pas tout, là. D'accord. On parlait du comportement des matériaux bas CO2 et de voilà, si on avait peut-être des recommandations ou des points d'attention à mettre en évidence. Didier, il y a Marielle qui souhaiterait intervenir. Je pense qu'elle a été déconnectée. Si tu peux la... Merci. Merci, je voulais juste revenir aussi, j'avais été déconnectée. Non, mais oui, on continue aussi à travailler dans le cadre du projet NR aussi sur d'autres types de matériaux. Voilà, on diversifie un peu les matrices cimentaires. D'accord. On n'a pas encore de recommandations. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, il y a une question visiblement toujours sur les environnements agricoles. Du coup, j'ai répondu en direct. Ok, parfait, je n'avais pas vu. Mm. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, je vois que l'heure tourne malheureusement. On a atteint les 19 heures. Bien, ben, on va suivre, je pense, avec beaucoup d'attention la publication de vos différents fascicules. Si j'ai compris, ce ne sera pas un guide, mais bien des guides séparés. C'est un petit peu l'idée, d'accord? Avec un chapeau introductif, j'imagine, dans l'ensemble, c'est ça? Non, pas forcément. On s'est posé beaucoup la question de savoir si on faisait un chapeau, mais ça. Ce sera séparé. Ouais, ça sera Ok, séparé. Ouais. parfait. Bien, ben en tout cas, merci encore pour l'ensemble du travail au nom de la FGC. Hein. On ne perd pas de vue que tous ces travaux sont systématiquement le fait d'une collecte d'informations et de synthèse importante de la part d'un ensemble d'experts, d'ingénieurs qui ont tous un métier et qui font ça vraiment dans le pur bénévolat et pour la communauté scientifique et l'ingénierie du secteur de la construction. Donc, merci encore. Didier, si tu veux rajouter ou rappeler le prochain séminaire. Et puis, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci encore à l'ensemble des... Merci Emmanuel. Moi, c'était juste pour une précision justement par rapport à la qualité là, de la vidéo. Comme on a prévu de mettre la vidéo sur le site internet et qu'elle n'est pas très bonne, peut-être qu'on peut demander surtout à Thierry Chaussadan s'il peut enregistrer une vidéo je dirais en off chez lui et puis nous la transmettre, comme ça on pourra la mettre sur le site et compléter ce qui n'a pas pu être accessible de manière très correcte aujourd'hui, quoi. Si oui, je pourrais refaire. Je pourrais refaire un enregistrement. Voilà, c'est ça. C'est très gentil. Ok. Et après, Didier, je pourrais éventuellement retravailler le montage si on... Oui. Avant de le publier, voilà. Très bien. Notre prochain rendez-vous, c'est début juin sur, ça y est, j'ai oublié, sur la vallée de la Roya. Proche de la vallée de la Roya. Merci à tous, bonne soirée. Merci à tous, bonne soirée. Bonne fin de semaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir.